Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Risque d'inondation et de noyade du fait du mauvais fonctionnement du canal d'évacuation des eaux pluviales et ce qui entache le sommeil des habitants de Darou Rahman dans la commune de Wakhinane Nimzat. Les populations pointent du doigt le défaut d'entretien, les travaux inachevés, entre autres sources du mal, leur cri du cœur et les explications des structures impliquées dans le dossier de la rédaction. La campagne agricole se déroule normalement dans le pays. Le ministère de l'Agriculture assure que toutes les dispositions sont prises par l'État pour faire face au changement climatique. Malgré le retard des pluies, on peut s'attendre à de bonnes récoltes. Le point dans ce journal. La campagne s'intensifie contre les déchets plastiques à Pikine et à Guédiawaye. La caravane contre le péril plastique a été bien reçue par les populations. Ils adhèrent à la sensibilisation menée sur le terrain par le ministère de l'Environnement. La flambée de violence en Afrique du Sud suscite l'indignation générale. Le président Cyril Ramaphosa condamne. L'ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud rassure, il n'y a pas de victimes côté sénégalais. La situation dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le communiqué du Conseil des ministres à la lecture d'Ahaba. Le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a présidé ce mercredi 4 septembre au Palais de la République le Conseil des ministres. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a rendu grâce à Dieu pour le retour des pluies après un retard observé dans le démarrage habituel de l'hivernage. Retard dû, comme c'est le cas dans de nombreux pays, à l'impact significatif des changements climatiques. Le président de la République se réjouit de l'intensité des précipitations observées récemment dans plusieurs parties du territoire national, permettant d'être optimiste en ce qui concerne la production agricole de cette année. Dans ce contexte pluviométrique particulier marqué dans certaines zones par des situations d'inondation, le chef de l'État demande au gouvernement, à l'administration territoriale et aux autorités locales de se mobiliser en permanence aux côtés des populations pour leur apporter l'assistance logistique et sociale requise. En outre, le chef de l'État demande au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement de déployer durant l'hivernage un dispositif spécial de veille pour l'entretien et la continuité du trafic routier sur l'ensemble du territoire national. Le ministre des Infrastructures devra notamment veiller à l'achèvement rapide et à l'accélération des travaux routiers en cours, notamment dans la zone nord du Sénégal. Poursuivant sa communication autour de la question de l'insécurité routière galopante, le chef de l'État relève l'urgence de resserrer les conditions de délivrance des permis de conduire et de renforcer les contrôles systématiques et les présences dissuasives des forces de l'ordre et de sécurité sur les différents axes autoroutiers du pays. Dans le cadre de la rentrée sociale, dans le cadre de la rentrée scolaire, soucieux de promouvoir une culture de la performance, de la stabilité dans le système éducatif, le chef de l'État invite le gouvernement en relation avec les acteurs de l'école et de l'université, dans le cadre d'un dialogue social inclusif et responsable, à mettre en synergie toutes les bonnes volontés et les actions appropriées en vue de garantir le succès d'une année scolaire et universitaire apaisée. Dans cette perspective, le chef de l'État rappelle au gouvernement l'urgence de finaliser la construction des nouvelles universités afin d'assurer l'orientation optimale des nouveaux bacheliers. Dans le même ordre d'idées, le président de la République demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'engager des actions d'envergure pour renforcer l'équipement adéquat et l'efficacité du fonctionnement des structures et établissements publics de santé et leur alignement aux normes standards internationaux. Le programme de construction de 4 nouveaux hôpitaux à Kaffrine, Kédougou, Sédhiou et Touba, en cours de réalisation, devra faire l'objet d'un suivi diligent et régulier par le gouvernement. Afin de renforcer l'activité gouvernementale, le président de la République annonce la tenue d'un séminaire gouvernemental les 6 et 7 septembre 2019 sur les thématiques requises, accélération de la mise en œuvre de la phase 2 du PSE, réforme institutionnelle et administrative, gestion budgétaire, rationalisation de la dépense publique. Le chef de l'État s'est félicité des mesures déjà prises en matière de rationalisation significative des dépenses de téléphones fixes et mobiles. Il demande au gouvernement de poursuivre les mêmes efforts dans d'autres secteurs.
Le chef de l'État a terminé sa communication par le suivi de la coopération, des partenariats et par son agenda. Au titre des communications, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a fait une communication sur la finalisation des réformes et projets phares du PAP 1 du PSE et le projet politique de Monsieur le Président de la République pour la période 2019-2024. Le ministre des Finances et du Budget a fait le point sur l'état d'exécution du budget et la mobilisation des ressources. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale et la participation du chef de l'État au sommet d'Itikat, notamment sur la déclaration de Yokohama. Il a par ailleurs rendu compte de la préparation du forum sur la paix et la sécurité qui doit se tenir à Dakar et dont le lancement est prévu le 5 décembre 2019. Le ministre de l'Éducation nationale a fait une communication sur la situation de l'école. Le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait le point sur les projets et actions phares du PSE. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et de l'équité territoriale a fait une communication sur la situation des bourses familiales. Le ministre de l'Économie numérique et des télécommunications a fait le point sur l'état d'avancement du projet Parc numérique de Diamniadio. Le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a fait une communication sur la contribution économique locale. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté quelques projets, notamment 4 projets de décret. Il s'agit d'un projet de décret relatif à la supervision et au contrôle des personnes assujetties du secteur non financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le deuxième projet de décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF. Le troisième projet de décret porte sur la création et la fixation des règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et enfin, un projet de décret portant organisation du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. D'abord, Dr Papa Abdoulaye Seck, chercheur, directeur des recherches, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence, M. Sergio Mattarella, président de la République italienne, avec résidence à Rome en remplacement de M. Mamadou Salih Diouf, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Seydina Aboubakar Sadir Ndiaye, commissaire aux enquêtes économiques principales, matricule de solde numéro 604-457D, est nommé directeur des petites et moyennes entreprises au ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises en remplacement de monsieur Pape Mademba Ndawa. Madame Madeleine Suzanne Lo, économiste, matricule de solde 666-369Z, est nommée directeur de l'administration générale de l'équipement d'âge au ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises en remplacement de M. Abdoulaye Gueye. M. Boubacar Mbouch, commissaire aux enquêtes économiques principales, matricule de solde numéro 604-458C, précédemment inspecteur des affaires administratives et financières du ministère du Commerce et des PME, est nommé directeur du commerce extérieur au ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises, poste vacant. Dr Diamé Bob, titulaire d'un diplôme supérieur de gestion des services de santé au CESAC, matricule de solde 403-614B, est nommé inspecteur technique de la santé au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Monsieur Cherna Lam, inspecteur de l'enseignement élémentaire, matricule de solde 517-880K, précédemment secrétaire général de l'Institut national d'études et de l'action pour le développement de l'éducation, INEAD, est nommé directeur de la planification et de la réforme de l'éducation au ministère de l'Éducation nationale, en remplacement de M. Djibril Ndiaye Diouf, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Alioune Badara Diop, inspecteur de l'enseignement élémentaire, matricule de solde numéro 514-642D, précédemment à la direction de l'enseignement élémentaire, est nommé directeur de l'Institut national d'études et de l'action pour l'éducation, pour le développement de l'éducation, INEAD, au ministère de l'Éducation nationale, poste vacant. Colonel Boukar Ndiaye, conservateur des parcs nationaux, matricule de solde numéro 510-884Z,
précédemment directeur des aires marines communautaires protégées et nommé directeur des parcs nationaux au ministère de l'Environnement et du Développement durable en remplacement du colonel Abdoulaye Diop, appelé à d'autres fonctions. Colonel Bokar Thiam, conservateur des parcs nationaux, matricule de solde numéro 502-533B, précédemment coordonnateur du projet de gestion intégrée des ressources naturelles du massif du Fouta Djallon, est nommé directeur des aires marines communautaires protégées au ministère de l'Environnement et du Développement durable en remplacement du colonel Bokar Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Alassane Diop, économiste, matricule de solde numéro 600-407E, est nommé directeur des financements verts et des partenariats au ministère de l'Environnement et du Développement durable en remplacement de M. Amadou Lamine Diagne, appelé à d'autres fonctions. M. Moustapha Ly, conseiller en relations internationales, matricule de solde numéro 517-128D, est nommé directeur du suivi et de l'évaluation des politiques de bonne gouvernance au ministère de la Justice en remplacement de M. Wali Faye, appelé à d'autres fonctions. M. Abdoulaziz Ouane, ingénieur des techniques de l'information et de la communication, est nommé directeur de la dématérialisation et de l'automatisation des services judiciaires au ministère de la Justice en remplacement de M. Momodou Sarr, appelé à d'autres fonctions. M. Ahmed Fadel Khan, administrateur civil, matricule de solde 661-353Z, précédemment chef de la division des libertés associatives et des polices administratives à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé directeur des libertés publiques, poste vacant. Monsieur Serigne Alioudem, titulaire d'une maîtrise en littérature, matricule de solde numéro 671 plutôt, 191G, est nommé ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté le Sultan d'Oman avec résidence à Mascate en remplacement de monsieur Ibrahima Diakhaté. Madame Fatimata Dia, chercheur associé, est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, avec résidence à Londres en remplacement de M. Cheikh Ahmed Dian, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Elissi Beya, conseiller des affaires étrangères, matricule de solde numéro 604-451J, précédemment ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal à Rome, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte avec résidence au Caire en remplacement de M. Talefal, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Doudou Sow, conseiller des affaires étrangères, matricule de solde numéro 516-706C, précédemment ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal à Séoul, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda avec résidence à Kigali. Monsieur Abdou Khadir Agne, économiste, matricule de solde 697-843, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Abidjan, en remplacement de Monsieur Abdullah Souran, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Moustapha Ndour, conseiller des affaires étrangères, matricule de solde 514-533C, précédemment ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal à Paris, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, avec résidence à Nouakchott, en remplacement de M. Momodou Tall, appelé à d'autres fonctions. Madame Ndeingo Netal, manager en gestion de suivi des projets publics et privés, titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'école centrale de Paris, filière management des projets, est nommé directeur de l'évaluation des performances des projets et programmes à la Direction générale de la coopération des financements extérieurs et du développement du secteur privé au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Monsieur Cheikh Modou Thiam, ingénieur statisticien, économiste, précédemment en service à la Direction
de la solde au ministère des Finances et du Budget est nommé directeur de la planification à la Direction générale de la planification et des politiques économiques au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Madame Ndeye Magat Diouf, expert comptable, est nommée directeur du développement du secteur privé à la Direction générale de la coopération, des financements extérieurs et développement du secteur privé au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Monsieur Oumar Diouf, inspecteur du travail et de la sécurité sociale, matricule de solde numéro 601 351 H, est nommé directeur de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences à la Direction générale de la fonction publique, au ministère de la fonction publique et du renouveau du service public post-vacant. Monsieur Ibrahim Diao, titulaire d'un DSS en droit des affaires, est nommé directeur du commissariat à la sécurité alimentaire. Et puis, Nyohobay Diouf, inspecteur principal de l'animation, matricule de solde numéro 507-846B, est nommé directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants au ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la protection des enfants post-vacants. Voilà donc pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres, un conseil réuni aujourd'hui, donc 4 septembre 2019 au Palais de la République. Un conseil signé, un communiqué signé donc le ministre porte-parole du gouvernement, Ndeye Tické Ndiaye Diop. Je le disais en titre, des risques de noyade et de fortes inondations, c'est ce qui plane sur les habitants de Darou Rahman, dans la commune de Wakhinane Nimzat. La cause, un canal d'évacuation des eaux pluviales qui ne tourne pas en plein régime. Exutoire, obstrué, à défaut d'entretien, travaux inachevés, ce que les populations pointent du doigt. Elle se livre avec les structures impliquées dans ce dossier signé Aram Daoua. C'est en toute insouciance que ces gamins, qui n'en ont que pour leur tam-tam de fortune, croient trouver ici leur bonheur. Ils ne sont en réalité qu'au milieu d'un effroyable déversoir d'eau pluviale. Avec le Tamharit qui approche, les jeunes viennent ici chercher des peaux de mouton pour leur tam-tam. Mais l'endroit est très dangereux car c'est une zone d'eau. Hier, j'ai sauvé de justesse 2 gosses. Les enfants passent ici même pour aller à l'école. Nous repêchons au quotidien au moins 2 jeunes. Nous faisons de la tannerie à côté et nous assistons tous les jours à des scènes dramatiques. L'enfant qu'on a repêché hier a failli être transporté par les eaux à Gadaye. Si ces jeunes n'ont qu'un aperçu superficiel du site, c'est que le canal censé y rejeter l'eau ne déverse plus convenablement. Un obstacle majeur à l'évacuation des eaux jusqu'à l'exutoire final. Le problème que nous avons, il y a les travaux de ADEM qui sont inachevés, qui doivent aller jusqu'au lac. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a une distance où l'eau traîne. Ça qui a causé beaucoup de problèmes aujourd'hui. C'est même contradictoire devant le lac, devant le bassin que l'eau laisse à côté. C'est vraiment contradictoire. Le canal en question joue un rôle crucial dans la gestion des inondations. Il soulage depuis 2016 les populations de Pikine à Wakhinane, en passant par Gounas, Nietimbar entre autres. Un investissement de plusieurs milliards, mais aujourd'hui, l'entretien commence à réveiller de vieux démons. En effet, le gouvernement a vraiment investi beaucoup de milliards en mettant en place des bassins interconnectés et des canaux de Pikine, de Medina Gounas. Tous ces eaux-là convergent vers le lac Tourou. Vous voyez tout ça, c'est des TIFA, des sentiers qui bloquent la progression de l'eau. La conséquence principale, c'est que comme que les eaux, le débit des eaux n'est pas vraiment très accéléré, l'eau s'épand dans les quartiers environs. Les travaux doivent être prolongés car l'espace restant est vraiment profond. Il peut causer beaucoup d'accidents mortels. Le seul moyen de régler le problème, c'est de coller le canal au lac. Le regard des populations se tourne vers 2 structures, le maître d'œuvre de l'ouvrage, ADM,
et son client qui a réalisé les travaux, Henan Chine, qui met son intervention du jour sur le compte de la RSE. Après la réception définitive des travaux, ADM a désigné un concessionnaire qui s'occupe de l'entretien des travaux, en l'occurrence SAE. Et chaque pré-hivernage, c'est SAE qui s'occupe de l'entretien de ces ouvrages. Cela n'empêche que jusqu'à présent, il y a eu aussi des points faibles sur certaines zones, comme vous l'avez remarqué ici. Et vu qu'Henan Chine aussi est dans la zone depuis 2014, chaque année aussi, nous aussi, on s'occupe aussi de certains travaux, comme vous voulez de le voir. C'est déjà quelque chose, c'est beaucoup d'ailleurs. Maintenant, nous, ce que nous voulons et nous demandons, c'est qu'on continue les ouvrages jusqu'à ce qu'ils atteignent le lac. L'agence de développement municipal ADM dit prévoir des travaux d'aménagement sur le site. Mais pour le prolongement de l'exutoire, sa réponse est plutôt technique. Le reste de ce que vous voyez, c'est la zone, c'est ce qu'on appelle le lit majeur du lac. C'est une zone d'épandage naturel du lac. Quand il y a de forts événements, l'eau doit déborder jusqu'à ces environs. Et cette zone-là doit être protégée, parce que c'est une zone non aedificandi. L'exutoire va être aménagé de sorte qu'on n'aura plus d'obstruction. Mais on ne va pas prolonger à l'infini le canal. Le canal s'arrête ici. Le reste, ça sera des aménagements en terre. Pour ce qui est de l'entretien, l'expert évoque des responsabilités partagées avec les populations. On a deux problèmes. Il y a d'abord le problème des déchets solides. Ensuite, les populations ont mis une passerelle de fortune pour traverser le canal. Donc, si les gens libèrent la passerelle, et normalement, les eaux vont couler. La faute aux populations ou aux structures en charge de la gestion du bassin. Une chose est sûre, le canal qui a coûté des milliards de francs CFA est devenu dans cette zone de Darou Rahman, commune de Wakhinane Nimzatt, une véritable bombe à retardement. À présent, le point sur la campagne agricole. Elle se déroule normalement dans le pays. C'est le constat fait par le ministère de l'Agriculture. Il ajoute que l'État a mis en place tous les moyens pour réussir la campagne, mais aussi et surtout pour faire face au changement climatique. On fait tout de suite le point avec Youssouf Kaba. Après plusieurs semaines de campagne agricole 2019, on est en droit de se demander où en est-on avec les nombreuses initiatives prises pour son bon déroulement. En ce qui concerne la mise en place des cultures, il y a même dans certaines zones où on a commencé des récoltes en verre de maïs, comme le Kédougou, comme une partie de Kolda, et dans certaines zones de Nioro. Pour l'arachide aussi, ça se comporte bien, donc avec des stades de géniflorisation, c'est-à-dire début de formation de gousses. Donc ça, c'est une situation constatée dans la zone sud-sud-est, où vraiment donc, le retard d'installation ne s'est pas beaucoup fait sentir. Donc la zone centre-sud aussi, nous avons ces mêmes constats-là, avec les zones de Nioro, Foundiougne et autres, donc au Kaffrine. Nous avons aussi ces mêmes constats. C'est un peu dans la zone nord où on a constaté des retards de semis et avec de longues pauses pluviométriques. Ces acquis sont le fruit d'une bonne organisation matérialisée par la mise en place précoce des intrants à travers toute l'étendue du territoire national. Il y a une satisfaction donc, des producteurs pour si bien sur la qualité des intrants qui ont été mis en place que sur les délais de livraison de ces intrants au niveau des différentes commissions. À l'état actuel de la campagne agricole, l'espoir est permis pour de bonnes récoltes. La pause pluviométrique constatée à quelques endroits du pays n'a pas pour l'instant impacté les cultures de l'avis du directeur de l'agriculture. Omar Sané évoque même des mesures d'adaptation préconisées à cet effet par le gouvernement pour pallier ces manquements. Depuis 2014, nous mettons en place des stratégies pour prendre en compte ces genres de phénomènes. Et le Sénégal même, du point de vue sur l'espace pluviométrique, et c'était en référence par rapport à la gestion des changements climatiques. Donc cette année aussi, on a refait la même chose, à mettre en place un programme additionnel qui consiste à identifier premièrement les zones qui ont été impactées par ce retard pluviométrique et retard d'installation, de choisir aussi d'identifier des espèces de cycles courts qui vont permettre, dès l'installation de l'hivernage, de pouvoir permettre aux producteurs
d'avoir des revenus, comme le niébé, comme la pastèque, comme le manioc, qui n'a pas besoin de beaucoup de pluie. Donc le niébé qui a cet avantage aussi, mais qui a un autre avantage de pouvoir fournir des fourrages pour l'alimentation du bétail. Il est encore précoce de parler de bonne campagne agricole en attendant les récoltes, rétorque Oumar Sané, mais l'espoir est tout de même permis au regard de l'état des cultures et de la bonne répartition des pluies ces dernières semaines au Sénégal. Et puis la campagne s'intensifie contre les déchets plastiques à Pikine et à Guédiawaye. La caravane contre le péril plastique a été bien reçue par les populations. Elles adhèrent à la sensibilisation, nous dit Moussa Mané. C'est l'image forte de la campagne. Une dame très motivée contre les sachets plastiques à Pikine. Ici, au marché aux poissons, elle n'a pas été seule sur le terrain. Aussi, les autorités s'engagent à lutter contre la prolifération des sachets dans cet espace. Aujourd'hui, on était venu voir les vendeurs de plastique pour discuter avec eux, les sensibiliser, parce qu'ils font partie du marché. Ce qui est important dans ce marché, la concertation. J'ai pris l'engagement devant le ministère de l'Environnement. D'ici la semaine prochaine, on va convoquer une grande réunion avec toutes les personnes qui vendent ces sachets plastiques. On prend l'engagement de les interdire au marché. Mais en remplacement de ça, on va utiliser des sachets qu'on va faire à un prix assez abordable afin qu'ils puissent les revendre et puis avoir des bénéfices. La campagne de lutte contre le péril plastique s'intensifie donc. Après Pikine, Guédiawaye, marché Boubès. Ici aussi, les jeunes sont motivés. Parfois même font des échanges de sachets. Le marché Dior dépasse ses Assainies, n'est pas en reste. Beaucoup saluent l'initiative. Je pense que ça, c'est plus pratique et confortable. C'est confortable et ça revalorise un peu l'évolution du Sénégal, quoi. Dans cette lutte contre le péril plastique sont associés les artistes et activistes, des porteurs de voix qui ont un rôle fondamental à jouer. Il fallait que les gens changent de comportement, essayent d'arrêter d'utiliser les sacs plastiques, même les gobelets et les pailles, parce que c'est ça qui va nous donner un environnement sain dans un corps sain. Nous sommes tous derrière le ministre de l'Environnement, parce que c'est le moment. Parce que nous ne pouvons pas laisser des personnes qui sont là en train de détruire notre cadre de vie, détruire nos canalisations à ciel ouvert, détruire nos océans. Faisant le bilan de ces 2 jours de sensibilisation, les autorités du ministère de l'Environnement tirent un bilan satisfaisant. Par la même occasion, elles annoncent d'autres mesures. Nous sommes en train de réfléchir sur l'extension du périmètre d'application de la loi. Aujourd'hui, comme vous le savez, la loi ne concerne qu'un seul type de sachet. De sachets qui a des bretelles et fabriqués en polyéthylène. Mais M. le ministre souhaite proposer à l'attention de son Excellence, M. le Président de la République, un projet de loi qui va ratisser plus large et qui va concerner pratiquement tous les types de sachets plastiques, à part quelques sachets qui seront spécifiés dans le projet de loi. Après Dakar, la campagne sera menée dans d'autres localités du pays où le péril plastique fait des ravages. Éducation tenue à Dakar du Forum panafricain sur les politiques éducatives. Cette rencontre organisée par le réseau africain de campagne pour l'éducation pour tous regroupe des coalitions nationales de la société civile pour l'éducation de 39 pays africains. Le Forum de Dakar vise à évaluer les programmes d'éducation en Afrique et à renforcer le plaidoyer pour un financement plus conséquent de l'éducation. Pape Kolingom. Ce forum régional sur les politiques éducatives a été un moment d'échange et de partage d'expériences entre coalitions nationales de la société civile pour l'éducation, mais aussi un moment d'évaluation des systèmes éducatifs en Afrique. Je n'ai pas de doute sur l'actualité et la pertinence du thème de notre forum, dont le but est de faire le point sur les progrès réalisés par les pays d'Afrique dans la mise en œuvre des principaux programmes d'éducation et le repositionnement des pays à travers le continent grâce à des stratégies novatrices et créatives, surtout en matière de financement. Si, par nos efforts collectifs, l'éducation a connu des progrès, notamment l'amélioration des taux d'achèvement des études primaires et secondaires du premier cycle, il n'en demeure pas moins que les défis sont encore importants en Afrique. Face à ces défis, la société civile africaine s'engage plus que jamais à renforcer ses activités pour participer à une construction d'une éducation africaine crédible. Les coalitions nationales sont devenues des acteurs
clés du système éducatif dont l'expertise et la valeur ajoutée est reconnue par tous les membres du système, y compris au sein du groupe local des partenaires de l'éducation. Au Sénégal, on a cette relation positive entre le ministère de l'Éducation nationale et COSYDEP. Donc, un cas vraiment louable et qu'on voudrait voir appliqué ou repliqué dans tous les autres pays. Notre gouvernement, conformément à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, travaillera avec tous les acteurs, et notamment la société civile. Ainsi, nous avons développé plusieurs partenariats avec votre composante nationale, la COSYDEP, et mené diverses initiatives dont l'impact sur l'accès équitable à une éducation de qualité est salué par tous. Pendant 3 jours, la société civile africaine et leurs partenaires vont réfléchir sur les voies et stratégies à mettre en œuvre afin de réaliser une éducation inclusive et équitable en Afrique. À présent, la situation en Afrique du Sud, la flambée de violence dans le pays suscite l'inquiétude de plusieurs pays africains. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fermement condamné ces violences. Aux dernières nouvelles, la situation est revenue à la normale. On fait tout de suite le point avec Seydina Alioune-Fall. Les migrants africains sont une nouvelle fois la cible d'une vague de xénophobie en Afrique du Sud. Johannesburg et Pretoria ont été particulièrement touchés. 5 morts, c'est le bilan provisoire. Plus de 200 personnes ont été arrêtées. Des centaines de magasins appartenant à des étrangers ont été saccagés. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné ces violences qu'il qualifie de totalement inacceptables. Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, a appelé à ce que des mesures préventives soient prises pour protéger la vie des personnes et de leurs biens, veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et que des réparations soient accordées aux victimes. Les violences de ces derniers jours ont suscité une vive inquiétude dans les communautés d'immigrés de Johannesburg. Près de 4 millions de migrants se sont établis en Afrique du Sud pour une population de 50 millions d'habitants. Les attaques contre des magasins appartenant à des étrangers sont devenus des phénomènes récurrents que beaucoup attribuent à la frustration suscitée par le taux de chômage qui se situerait à environ 28% en Afrique du Sud. Et l'ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud rassure, il n'y a pas de victimes côté sénégalais. Pour rappel, plus de 4000 ressortissants sénégalais vivent en Afrique du Sud. Nous écoutons Safiatou Ndiaye au téléphone avec Seydina Alioune-Fall. Effectivement, la situation de la vague de violence et de pillage a débuté le dimanche 1er août par un incendie à Johannesburg et s'est propagé dans d'autres quartiers de Johannesburg et de Pretoria. Les autorités sud-africaines ont mis en œuvre beaucoup de moyens pour pouvoir juguler ces scènes de violence inouïe. Mais vous savez que ces scènes se sont produites déjà à plusieurs reprises. Nous avons mis en place une cellule de crise au niveau de l'ambassade. Nous communiquons avec les différents responsables sénégalais qui, en temps réel, nous donnent la situation sur le terrain. À ce jour, il n'y a pas de victimes sénégalaises en Afrique du Sud. Nous avons donné des consignes. Nous avons donné des consignes pour éviter les déplacements inutiles, d'avoir beaucoup d'argent liquide sur soi, d'ouvrir tard les magasins et de les fermer tôt, d'éviter les attroupements. Mais également, nous avons mis en place des groupements de communication pour que les gens puissent appeler lorsqu'ils ont des informations à partager et prévenir en cas de danger. Voici la situation actuellement qui prévaut en Afrique du Sud. À rappeler tout simplement également les très bonnes relations qui existent depuis fort longtemps entre l'Afrique du Sud et le Sénégal. Donc ça, quand même, il faudrait qu'on puisse également le saluer. Ce sont des actes xénophobes que nous déplorons. Alors, globalement, en Afrique du Sud, sur la base, en tout cas, des inscriptions sur les cartes électorales, nous tentons environ 4000 à 4300 Sénégalais, avec une forte majorité à Johannesburg. Je pense que plus de 2000 Sénégalais sont à Johannesburg, et environ peut-être 500 ici à Pretoria.
À présent, des nouvelles des pèlerins catholiques sénégalais en Terre Sainte. Dans leur démarche de foi, ils étaient à l'église du mariage de Cana à Nazareth. Une étape en Terre Sainte pour renouveler le sacrement de mariage. Envoyés spéciaux en Israël, Jérôme Gomis et Anaïs Nyanyamane. L'étape de Cana a été l'occasion pour les 12 couples des pèlerins de l'Annonciation de renouveler leur vœu de mariage. Je te renouvelle et te réaffirme une fois de plus mon amour. Je te renouvelle mon engagement à t'aimer fidèlement dans le meilleur et le pire pour toute notre vie. Un sacrement renouvelé dans l'église du mariage de Nazareth. C'était mon vœu le plus absolu de venir à Cana et renouveler mon vœu de mariage ici avec mon épouse et chose faite. Et vraiment, je remercie le Tout-Puissant de nous avoir permis de renouveler notre vœu ici même à Cana. Aux jeunes, je dis que le mariage c'est une vocation à vie. C'est un mariage continuel. Et j'ai constaté pour le meilleur et le pire. Quand tu fais le mariage, c'est une allégresse. Quand il y a des problèmes, il faut subir les problèmes, c'est tout. Nous avons 35 ans de mariage et le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir renouveler nos vœux, notre engagement, pris il y a 35 ans. Nous sommes vraiment heureux d'être ensemble et comme Dieu nous a unis, nous vivons les mêmes choses. Nous avons le même regard sur les choses aujourd'hui, sur la Terre Sainte. Vraiment. Et que le Seigneur comble de grâce et de bénédiction tous les couples que nous avons laissés à Dakar et tous ceux qui sont en union de prière avec nous. Et nous avons une pensée particulière pour les couples qui sont en difficulté. Notre secret a été vraiment de nous confier à Dieu, à la Vierge Marie, de prier tout le temps ensemble et surtout aussi d'essayer de nous comprendre, de parler ensemble, de nous concerter pour les prises de décision et quand il y a problème, de nous asseoir et d'essayer de résoudre ce problème ensemble. Je pense que cela nous a beaucoup aidés et aujourd'hui, nous sommes dans notre 38e année de mariage. L'église du mariage à Cana a été construite sur le lieu où le Christ a fait le premier miracle en changeant l'eau en vin. Donner au sport sénégalais en général les moyens de leur politique, seule voie de salut pour obtenir les succès escomptés, d'autant que le pays file tout droit vers les JOJ de 2022. À propos d'Amadouba, le président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse fait le diagnostic de la discipline et dresse les contours de ses projets pour la vulgarisation du tir au Sénégal. Il est l'invité du magazine Le Point. Voici un extrait. La fédération de tir et de chasse, c'est une vieille fédération, ça il faut le dire. Je n'y étais pas, mais je peux dire que ça fait partie effectivement des plus vieilles fédérations qui existent dans ce pays-là. Mais bien entendu, on a tendance à nous taxer. Bon, d'ailleurs, j'ai été même surpris là-bas à Rabat d'avoir été interviewé par un journaliste nigérian qui a commencé par dire mais le tir c'est un sport élitiste. Bon, on peut le prendre comme ça si on veut parce qu'effectivement une arme, un pistolet de tir, que ce soit en air comprimé ou au fusil, peut coûter quand même assez cher. Vous savez, c'est pas nous qui avons inventé ces disciplines là. C'est une discipline qui est mondiale et que le Sénégal a reconnu comme faisant partie des fédérations existantes. Donc, je crois que ça soit le golf, que ça soit le cyclisme, le canoë, etc., le tir, ça demande des moyens. Ça demande des moyens, c'est pas seulement pour le tir. Mais je crois que c'est une politique d'État que d'aider ces fédérations-là à avoir les moyens d'équiper les tireurs. Parce que si nous voulons, comme ce qui s'est passé, par exemple, au niveau des Jeux africains, pour éviter je ne sais pas si... mais il faut effectivement qu'au niveau du ministère, ou en tout cas de l'État, ce n'est pas le ministère, mais de l'État du Sénégal, que l'on puisse revoir... les arbitrages budgétaires. Au-delà de l'arbitrage budgétaire, parce qu'il faut donner au ministère des Sports les moyens de sa politique. Et ça, c'est au sommet de l'État.
L'intégralité de cet entretien à retrouver dans votre magazine Le Point après ce journal, un magazine animé par Ousmane Gari Faye. Mondial Basket Chine 2019, le Sénégal a effectué sa dernière séance d'entraînement avant d'affronter le Canada. Les Lions se disent confiants à quelques heures de ce match. Envoyé spécial, Elhadji Thierno Dramé. Veille de match Canada-Sénégal, les Lions se sont entraînés au basket center de Dongguan. La confiance est de mise, avec une bonne dose d'humilité. Les trois adversaires des Lions dans ce groupe H, le Canada semble être le moins fort, mais il reste une bonne équipe. C'est une confiance qu'on a en équipe, tout en respectant l'équipe du Canada. Parce qu'on les a vus jouer, ils ont été tête à tête avec l'Australie et la Lituanie. Et tout le monde le sait, ils ont des joueurs qui ont évolué en NBA. Donc c'est une très bonne équipe. Mais on reste confiant. On a aussi de très bons joueurs. Et en ce moment, on est en train de progresser petit à petit. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée. L'équipe s'est entraînée au grand complet. Un petit bobo à la cheville pour Mohamed Samb, mais rien de grave. L'homme qui a customisé ses chaussures pour cette Coupe du Monde et ses coéquipiers veulent garder le cap pour bien finir et décrocher les Jeux Olympiques. On va aborder le dernier match comme on a abordé le match contre l'Australie. Je pense que maintenant on est vraiment rentré dans la compétition. Je pense que mentalement on sait comment approcher le match. On a été peut-être un peu surpris lors du premier match dans l'entrée en matière. Mais maintenant on est vraiment dans la Coupe du Monde. Donc on va faire tout ce qu'on a à faire, donner tout ce qui est en notre possible, tout faire vraiment, donner le maximum pour justement aller essayer d'avoir les meilleurs résultats contre le Canada. Le staff technique aussi est focus sur ce match. Bien finir la première phase pour se hisser à la hauteur des autres représentants africains pour ensuite se tourner vers l'avenir. C'est ça l'objectif intermédiaire. Sachant que le plus important, c'est d'avoir vraiment une équipe pour 2021. Mais on vient dans une Coupe du Monde, une compétition majeure. Il y a un objectif intermédiaire qui est de préparer les Jeux Olympiques, se qualifier. Donc on va les chercher à partir de la première place. Si on ne l'a pas, on va se rebattre sur les matchs de classement pour avoir une place qualificative pour les Jeux Olympiques. Le Sénégal affronte le Canada ce jeudi pour le compte de la dernière journée de la phase 1 dans le groupe H. La bonne prestation contre l'Australie fait penser que l'exploit est possible. Les joueurs, eux, y croient dur comme fer. Toujours dans le cadre de cette compétition, 2 victoires africaines ce mercredi. Le Nigeria et l'Angola ont battu respectivement la Corée et les Philippines. Par contre, la Tunisie et la Côte d'Ivoire ont perdu contre la Pologne et Porto Rico. Le résumé de ces deux matchs, de tous ces matchs avec Ibrahim Mboupa. Une belle salle de basket vue de l'extérieur. C'est à Wuhan, au centre de la Chine. À l'intérieur, un bel écran pour Aïk Djogou et ses coéquipiers. Les Nigérians n'ont fait qu'une bouchée de la Corée, 108-66, 42 points d'écart. Michael Eric a mis 17 points, une grosse performance pour le Nigeria. Une autre victoire africaine cette journée, celle de l'Angola devant les Philippines. Un match très serré, les deux équipes sont allées jusqu'à la prolongation. Les Palancas Negras l'emportent au finish 84-81. Does not find the mark, and it's over. It's over. Angola holding on for a 3-point victory over the Philippines. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire a perdu 80-63 devant la Pologne, malgré les 23 points de Charles Abour. Les éléphants ont fait jeu égal avec les Polonais avant de se faire distancer dans le dernier carton. La Tunisie, elle, a perdu sur le fil face à Porto Rico. Le match s'est dénoué dans le money time. Score final, 67-64, 3 points d'écart. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur la RTS1.